Ce soir, bras de fer aux communes. Les conservateurs vont de l'avant avec une motion pour créer un comité d'enquête sur l'affaire We Charity. Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau met sa survie en jeu. Le Canada sera-t-il plongé en élection générale en pleine pandémie? L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Et doit-on absolument reconnaître son caractère systémique pour s'attaquer au racisme? On en discute avec notre panel d'invités. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Canada se dirige-t-il vers une élection précipitée? En tout cas, le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau se montre prêt à mettre sa survie en jeu sur une motion des conservateurs visant à créer un comité parlementaire spécial pour enquêter sur l'affaire We Charity. Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Pablo Rodriguez, a mis sa menace à exécution aujourd'hui, affirmant que la motion conservatrice en question en est une de confiance envers le gouvernement et qu'elle sera soumise au vote des parlementaires mercredi. Pour survivre, le gouvernement Trudeau devra donc obtenir l'appui d'au moins un des trois principaux partis d'opposition. Merci, M. le Président. Vous savez, M. le Président, le stress, le suspense, la tension sont devenus insoutenables. Irons-nous en élection? Oh, la grande question, mais le gouvernement lui-même dit c'est un vote de confiance. Alors, je vous défie. Soit il y a déjà un deal de bidouiller à quelque part, soit il pense que ça n'arrivera pas d'une quelconque façon, mais il veut pas que ce soit sa faute. Mais il peut-tu juste nous le dire? On arrête tout de niaiser en même temps. On a d'autres choses à faire. Le premier ministre, veux-tu ou veux-tu pas aller en élection? Honorable Premier ministre. Effectivement, Monsieur le Président, on a d'autres choses à faire ici dans cette Chambre. On doit travailler à tous les jours pour livrer pour les Canadiens, pour les petites entreprises qui en arrachent à cause de la COVID-19, pour les aînés qui sont inquiets dans les CHSLD, pour les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays qui se préoccupent de notre système de santé et de la situation sanitaire et de l'avenir de leurs enfants. C'est pour ça que de ce côté de la Chambre, Monsieur le Président, nous travaillons à arrache-pied pour livrer pour les Canadiens et nous allons continuer de le faire en espérant que les partis d'opposition vont continuer à travailler pour faire fonctionner ce Parlement minoritaire. Pourquoi, Monsieur le Président, on veut ce comité? Parce que les Canadiens ont droit d'avoir la vérité. C'est pourquoi on veut créer ce comité-là. Cet été, Monsieur le Président, quand les libéraux étaient dans le trouble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prorogé la session parlementaire. Et là, ils sont dans le trouble. Qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent de déclencher une élection si on n'est pas de leur bord. Monsieur le Président, nous serons toujours du côté de la vérité. Pourquoi le gouvernement refuse de déposer tous les documents pertinents concernant le scandale We Charity? Bravo. Leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, ils vont être toujours du côté de la vérité quand la vérité fait leur affaire. En fait, ils vont décider c'est quoi la vérité. S'ils aiment ça, c'est la vérité. Sinon, non, Monsieur le Président. La réalité est qu'on a proposé la création d'un comité qui va faire du travail extrêmement important, qui va poser des questions, qui va permettre au gouvernement d'améliorer ses programmes, Monsieur le Président. C'est quelque chose d'extrêmement responsable. L'invitation est lancée à tous d'appuyer ce comité-là pour qu'on puisse faire ce travail-là, Monsieur le Président. Parce que nous, on veut continuer pour travailler pour les Canadiens, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos aînés, pour nos étudiants et pour nos entreprises. Et on va continuer à faire le job, Monsieur le Président. Alors, est-ce que le Canada pourrait être plongé en élection générale en pleine pandémie? Pour comprendre les enjeux de ce qui se passe actuellement aux communes, je retrouve les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Les conservateurs veulent donc ramener l'affaire We Charity dans l'actualité. Ils déposent donc une motion pour créer un comité spécial pour enquêter sur l'affaire We Charity. Geneviève, d'abord, qu'est-ce qu'on doit penser de cette stratégie des conservateurs? C'est un peu étrange parce qu'on est on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu cet été. Alors, les conservateurs lâchaient pas le morceau. À l'époque, on se disait, bon, il n'y a pas vraiment de nouveau chef. C'est encore Andrew Scheer qui est là. Maintenant, Erin O'Toole est arrivé au pouvoir, à la tête du parti. Et on semble encore vouloir marteler le même message. Alors, oui, effectivement, ça peut embarrasser le gouvernement, mais à trop vouloir parler uniquement de la même chose, qui est certainement pas la préoccupation des Canadiens en ce moment, je suis pas convaincue que les conservateurs vont vraiment aller chercher des points, des appuis supplémentaires. Alors, ça me semble être un peu un geste désespéré de leur part parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont rien d'autre à reprocher au gouvernement. Puis s'ils n'ont rien d'autre à reprocher, ben c'est embêtant là, pour le principal parti de l'opposition. Daniel, les libéraux, en tout cas de leur côté, réagissent vraiment très fort. Ils font de cette motion rien de moins qu'un vote de confiance envers le gouvernement qui pourrait donc tomber au terme de ce vote. Qu'est-ce qu'on doit penser de la stratégie des libéraux?
Ben, je pense que les libéraux doivent penser comme Geneviève, c'est-à-dire que ça sent un peu le réchauffer, hein, toujours essayer de ranimer la flamme là, du scandale ou de l'affaire We Charity. Je pense que les libéraux savent que ce serait difficile pour les partis d'opposition d'être tenus responsables pour une élection à ce moment-ci, en plein milieu d'une deuxième vague donc de pandémie. Je pense que si Justin Trudeau fait ça, c'est sans doute parce qu'il pense que le NPD va se rallier derrière le gouvernement ou va essayer de proposer une sorte de solution de compromis qui pourrait éviter une élection et un peu éliminer cette quand même une tentative conservatrice qui, si elle était adoptée, si la motion était adoptée telle qu'elle, quand même causerait des maux de tête au gouvernement. Oui, Geneviève, qu'est-ce que vous en pensez justement de ça de votre côté? Est-ce que ce qui se passe actuellement, ça pourrait aboutir à des élections générales au pays avant Noël? Oui, je suis peut-être un petit peu, j'ai peut-être pas exactement la même opinion de Daniel à ce sujet-là. Moi, j'ai l'impression que les libéraux veulent aller en élection. Il y a une nouvelle qui passe assez inaperçue, mais qui pour moi est importante. Depuis 2 semaines, Justin Trudeau, à tous les jours, parle à 2 stations de radio, à tous les matins, à travers le pays. On voit pas ça souvent de la part d'un premier ministre et donc ça permet à Justin Trudeau d'avoir 5, 6, 7 minutes pour parler des dossiers dont traite le gouvernement en ce moment. Ça, plus qu'est-ce qui se passe en ce moment à la Chambre des communes, qu'est-ce qui s'est passé aussi il y a quelques semaines quand on a adopté les nouveaux plans d'aide. Ajouter à ça les élections provinciales qui ont clairement démontré que c'est possible de devenir majoritaire en temps de pandémie. J'ai bien l'impression que ça incite les libéraux à y penser un petit peu plus attentivement et à se poser la question aussi, est-ce que c'est mieux d'aller en élection là ou dans 6 mois? Dans 6 mois, ça ira pas nécessairement mieux. Alors oui, ils testent vraiment le terrain, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ils sont peut-être un petit peu plus sérieux qu'ils l'étaient cet été ou au début du mois de septembre. Mais quand même, Daniel, c'est comme si chacun des libéraux et conservateurs veulent faire porter à l'autre l'odieux de provoquer des élections générales en pleine pandémie. Est-ce que c'est une manœuvre qui pourrait se retourner contre les libéraux ou encore contre les conservateurs? Oui, tout à fait. Dans le cas des libéraux, il faut faire attention parce que le NPD, justement, semble en ce moment essayer de trouver une solution de compromis. Le Bloc a dit qu'il voterait en faveur de la motion conservatrice. Donc, le Bloc est du même côté que les conservateurs, ce qui n'est pas surprenant, ça s'est produit auparavant. Donc, moi, je suis d'accord avec Geneviève que oui, les libéraux, peut-être, disons qu'ils sont plus sérieux à l'idée d'une élection là, cet automne est sans doute une idée qui leur plaît davantage qu'il y a quelques mois. On va voir, là, il y a des élections évidemment en Colombie-Britannique le 24 et samedi et lundi en Saskatchewan. Donc après ça, il n'y aura pas d'élection provinciale en novembre. Donc ce serait possible d'imaginer un scrutin en novembre. Mais les libéraux doivent faire attention parce que si le NPD se rallie derrière eux avec une solution de compromis qui normalement pourrait paraître raisonnable, les libéraux pourraient avoir l'air de gens qui veulent juste déclencher une élection parce qu'ils pensent que c'est favorable d'un strict point de vue électoral. Et ça pourrait se retourner contre eux. Quant aux conservateurs, c'est sûr que si le gouvernement tombe et les libéraux pourraient les blâmer donc il va y avoir beaucoup de débats si jamais il y a une élection anticipée pour savoir qui est responsable pour ça. Oui, parce que la question finalement qu'on se pose à ce stade-ci, Geneviève, c'est est-ce qu'il y a vraiment un appétit pour des élections au pays avant Noël, alors que, je le répète, on est en pleine pandémie. Est-ce que les Canadiens veulent aller en élection? C'est une excellente question et j'ai l'impression qu'il y a un désir de stabilité. C'est ce qu'on a vu dans les élections provinciales. Et si on offre le choix aux Canadiens en ce moment, est-ce que vous voulez continuer avec un gouvernement dont on connaît les positions clairement ou prendre le risque de l'inconnu avec un autre parti, donc ce sera les conservateurs? J'ai l'impression qu'en situation de crise, la réponse va être plus facile pour les Canadiens puis ça va être davantage dans la continuité. Donc il n'y a sans doute pas d'appétit pour aller en élection, mais il n'y a peut-être pas non plus d'appétit pour entendre des joutes stériles à Ottawa.
Ottawa qui nous mène nulle part. Et donc, tant qu'à attendre ça, on se dit on va donner un mandat majoritaire aux libéraux. Donc, ça aussi, c'est possible. Alors, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, Daniel, le mot de la fin là-dessus. Est-ce que demain, en fait, ça va faire 1 an que le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau a été élu? Est-ce qu'on en arrive à la conclusion que ce gouvernement-là ne peut plus fonctionner, doit tomber, être renversé et qu'on doit aller en élection? Je pense que c'est le NPD qui va nous donner la réponse. Je pense qu'ils pourraient continuer à gouverner avec l'appui du NPD. Ils ont besoin de l'appui d'un seul parti d'opposition, là, si on parlait de 3 partis majeurs. Donc, ils pourraient continuer à gouverner à gauche avec l'appui du NPD. Je pense que c'est pas impossible. En même temps, c'est vrai, ce que Geneviève dit, qu'en ce moment, si on regarde ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick à la mi-septembre et ce qui se passe en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, il semble que les gens veulent de la stabilité et non du changement. Donc, ça, normalement, ça avantagerait les libéraux s'il y avait des élections, disons, en novembre, par exemple, ou au début décembre. Mais je dois dire que je fais pas de prévision. Je pense que ou encore moins de prédiction, mais je pense qu'il y a beaucoup c'est très volatile comme situation et tout peut se produire. C'est ça, le gouvernement minoritaire, hein? C'est le suspense continuel. Et là, on a une période de suspense particulièrement intense. Ce qui se produit en ce moment, tout peut se produire. Et oui, il y a une vraie possibilité d'élection cet automne. C'est toujours le cas dans un contexte de gouvernement minoritaire. Et je pense que les conservateurs, avec cette motion-là, ont disons, allumé une sorte de feu et je ne sais pas si vraiment ils contrôlent complètement l'incendie qu'ils ont allumé. Donc, ça pourrait se retourner contre eux. Et donc, on va voir ce qui va se passer très bientôt. Et surtout, la position du NPD, c'est ce qui va faire décider. Je pense qu'il va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc, la suite du suspense lors du vote sur cette motion conservatrice demain, chose est certaine, c'est que ça se joue dur, comme vous le dites, actuellement à Ottawa. Daniel et Geneviève, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Le débat sur le racisme systémique continue de faire des vagues autant du côté d'Ottawa que de Québec. Les chefs des partis, on le sait, ne s'entendent pas sur la reconnaissance du phénomène, ce qui nuirait aux efforts de s'attaquer à ces effets pervers. J'en discute dans un instant avec un panel d'invités. Mais d'abord, voici un rappel des positions des différents leaders politiques sur le racisme systémique. C'est la mort de George Floyd à la fin mai aux États-Unis qui a ravivé le débat sur le racisme systémique à la Chambre des communes. Au début juin, le premier ministre Justin Trudeau a reconnu que le racisme systémique existait au Canada. Il a défini ce type de racisme par le fait qu'on a des systèmes qui ont été créés de façon à désavantager certaines personnes ou encore des systèmes où les privilèges sont davantage accordés à la majorité. Le chef du nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, est allé encore plus loin. En juin, au terme d'un échange tendu aux communes avec un député du Bloc, il a déclaré que quiconque ne reconnaît pas le racisme systémique est raciste. En point de presse par la suite, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a cependant affirmé qu'il croyait à la notion de racisme systémique. De son côté, le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, a rappelé durant la course au leadership de son parti cet été le principe de tolérance zéro pour le racisme et l'antisémitisme, mais il s'est bien gardé d'utiliser l'expression racisme systémique. La nouvelle chef du Parti vert, Annamie Paul, a reconnu la présence du racisme systémique au pays et veut notamment lutter à le contrer dans les corps policiers. Pendant ce temps, du côté de Québec, le premier ministre François Legault reconnaît la présence de racisme dans la province, mais il se garde bien de reconnaître le phénomène de racisme systémique. Et ce, même s'il est pressé de le faire depuis quelques semaines par le premier ministre Trudeau. Pour discuter du phénomène du racisme systémique, je retrouve maintenant Michel Audette, qui est leader autochtone et qui fut commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Winston Chan, qui est entrepreneur et qui fut ex-président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et Kerlande Mibel, qui est présidente fondatrice du Forum économique international des Noirs. Alors, bonjour à vous trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Visiblement, les leaders politiques ne sont pas tous sur la même longueur d'onde quant au phénomène de racisme systémique. Je vous demanderai d'abord à chacun d'entre vous, est-ce que le phénomène du racisme systémique
existe au Canada? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous signaler quelques exemples qui vous viennent en tête? Je vais commencer avec vous, Michel. Pour avoir signé un rapport il n'y a pas très longtemps sur la commission auprès des femmes et filles autochtones assassinées et disparues, on a été en mesure de ramasser des preuves là, depuis les 150 et plus quelques années là, ici au Canada qui démontrent qu'un système va traiter différemment les femmes et notamment les femmes autochtones. Puis un exemple concret, on va le voir avec ce qui s'est passé ici au Québec avec le décès tragique de Joyce Echaquan. Winston, de votre côté? Je dirais que oui, ça existe, le système de racisme systémique. Je dirais que c'est seulement un ensemble de règles non écrites, différentes façons de faire qui défavorisent des minorités visibles, là, entre autres soit au niveau de l'emploi, le monde des affaires, dans différentes institutions dans la société. Et oui, ça existe, par exemple dans le monde des affaires, oui, il existe le racisme systémique, on n'en parle pas beaucoup. Et souvent, on voit que c'est, par exemple, juste voir le nombre de personnes issues des minorités visibles dans les conseils d'administration, dans les sociétés d'État, au Québec, par exemple. Donc, ça, c'est des exemples qu'on voit de racisme systémique à ce niveau-là. Kerland, de votre côté, est-ce que le phénomène du racisme systémique existe au Canada et est-ce que vous avez quelques exemples qui vous viennent en tête, le cas échéant? Clairement que le racisme systémique existe, que ce soit qu'on parle de racisme systémique, racisme structurel ou encore tout simplement racisme. Le concept de racisme implique la notion de groupe, implique la notion de collectivité, contrairement à la xénophobie qui est un rapport d'individu à individu. Donc, ne pas vouloir admettre le racisme systémique, bon, ça appartient à la personne, mais le racisme systémique est un fait. Contrairement à Winston, moi, je vais dire que le racisme systémique, il y a eu des règles écrites. Et maintenant, on a le résultat, c'est que ces règles-là, ces lois-là, pour la plupart, ont été intégrées, que maintenant, les gens prennent des décisions sans être conscients de ces règles-là, mais il y a quand même eu des décisions, il y a quand même eu des lois qui ont été imposées, des façons de faire qui ont été imposées et qui nourrissent le racisme systémique dans lequel on vit. Le racisme systémique c'est justement pour ça qu'il est systémique, il est à tous les niveaux. Dernièrement, j'ai une amie, j'ai failli la perdre, pas dans des cas aussi dramatiques que Joyce, mais elle est enceinte, oui. Elle a de la difficulté, son travail lui donne le droit d'arrêter de travailler pour pouvoir se reposer. Son médecin lui refuse en disant que c'est pas assez douloureux ce qu'elle vit. Et la journée d'après, elle a failli perdre la vie et perdre son enfant. Et ça, c'est une chose qu'on vit souvent, nous, les femmes des communautés noires, c'est que notre douleur est souvent minimisée et n'est souvent pas prise en compte. Ça, c'est au niveau de la santé. Au niveau de l'entrepreneuriat, un entrepreneur des communautés noires qui présente un projet, on va souvent minimiser son projet, on va souvent ne pas reconnaître la valeur, encore moins lui offrir l'accompagnement et encore moins le financement nécessaire à ça. Et puis on a tous les anecdotes au niveau du logement. Du côté des Noirs au Canada, on sait que il y a plus de chances pour un universitaire noir d'être sur le chômage qu'un drop-out blanc du secondaire, qui n'a pas fini son secondaire 5. Donc, celui qui a un bac a plus de chances d'être sur le chômage. Donc, visiblement, tous les trois, vous vous entendez sur l'existence de racisme systémique au Canada. Maintenant, pour ce qui est de sa reconnaissance, parce qu'il y a un débat là-dessus actuellement, autant du côté d'Ottawa que de Québec, le premier ministre Justin Trudeau affirme que de reconnaître le racisme systémique, c'est la première étape pour marcher sur la voie de la réconciliation. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Michel, est-ce qu'il faut en effet absolument reconnaître le phénomène du racisme systémique pour espérer, bon, je dirais, avoir une discussion avec les Autochtones, par exemple? Bien, je vous dirais que c'est fondamental. On va chez le médecin parce qu'on a une douleur ou une plaie, on essaie de comprendre son origine, sa source, et pour faire un bon diagnostic et ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il est fondamental et primordial que tous les gouvernements
reconnaissent qu'en effet, ça existe encore en 2020. Ça, c'est envoyer un signal fort à tout l'appareil gouvernemental et ses institutions et les organismes qui sont en parallèle. Mais c'est aussi de dire que maintenant que je le reconnais, je suis dans l'obligation par des lois, des projets de loi, des politiques et ainsi de suite, de faire en sorte que, et l'exemple que je vais vous donner, moi je le dis tout de suite, faut refaire l'histoire et la refaire ensemble, où là, un professeur de l'Université Laval, en médecine, va demander à ses 200 étudiants: vous avez un jeune homme de 40 ans qui rentre inconscient avec de la vomissure sur lui et c'est un autochtone. Les 200 étudiants ont toutes donné comme diagnostic état d'ébriété, alors qu'il y avait une panoplie de d'autres choses. Donc, l'État, si on n'enseigne pas les bonnes choses et on nourrit les biais et le racisme, on se retrouve avec plein de bonnes personnes qui vont donner un mauvais diagnostic. Donc, essentiel de reconnaître le phénomène. Winston, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que c'est absolument essentiel de reconnaître le racisme systémique pour faire avancer les choses, faire évoluer les choses? Oui, je sais que le racisme systémique, c'est une façon vraiment de comprendre c'est quoi les racines de ce phénomène-là. C'est vraiment comprendre c'est quoi pour moi un bon diagnostic. Et c'est souvent les gens... souvent, certaines personnes pensent que le racisme systémique veut dire que les Québécois ou les Canadiens sont racistes, ce qui n'est pas le cas. C'est que c'est les façons de faire, c'est les règles écrites ou non écrites qui permettent justement à marginaliser, à exclure certaines personnes, une minorité visible des Autochtones, par exemple. Donc, c'est important de reconnaître pour vraiment comprendre c'est quoi la cause. Et maintenant, on voit plus le racisme comme avant, où c'est plus dans ta face, où on va faire des actions. Oui, ça existe encore, mais c'est plus ça, c'est vraiment dans le système. C'est au niveau, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau gouvernemental. Donc ça, c'est très important. Puis l'autre argument qu'on entend souvent, c'est que le racisme systémique, c'est une notion qui vient des États-Unis. Alors qu'au Canada, oui, il y a un passé colonialiste, mais il y a un passé aussi raciste. Comme je pense, par exemple, à la communauté chinoise, qui sont arrivés il y a plus de 150 ans pour les chemins de fer à l'origine. Puis après, il y a eu le taxe d'entrée, le taxe d'exclusion, aussi la loi sur l'exclusion, jusqu'à dans les années 40, donc sous le règne de John A. Macdonald à l'époque. Donc ça c'est un passé qui est raciste. Et ça a eu des répercussions sur la communauté, même aujourd'hui en 2020. Et c'est sûr que ça n'a pas aidé aussi avec la pandémie, avec ce qui se passe, ce qui vise beaucoup les personnes d'origine asiatique au Canada. Oui, alors qu'effectivement, on a beaucoup discuté de l'origine du coronavirus. Kerland, si on y va à contrario, même si on ne s'entend pas sur l'existence du phénomène de racisme systémique, sur le fait de le reconnaître, est-ce qu'il y a quand même moyen de faire avancer les choses, de faire des progrès, même si on ne s'entend pas sur l'existence du phénomène? À mon avis, on est prêt comme nation, le Québec, d'avoir des conversations franches. Donc, on peut avancer certainement si on choisit d'avoir ces conversations franches-là. Et je crois que, pour ne pas le nommer, M. Legault, il est un homme foncièrement intelligent et je crois qu'il veut qu'on avance. Donc, moi, je pense avec le principe de la bonne foi. Et un homme de pouvoir, un homme d'État, dans sa position, il a la responsabilité de travailler pour le mieux-être de l'ensemble de sa société, de sa population. Et ça implique de nommer les choses pour pouvoir en prendre soin, pour pouvoir les soigner, comme l'a mentionné au départ Michel dans l'analogie du bobo chez le médecin. Oui, bon, Michel, justement, je vous renvoie sur le cas de la position de François Legault, qui reconnaît qu'il y a du racisme dans la société, mais refuse de reconnaître, comme on sait, le phénomène de racisme systémique. Vous disiez tout à l'heure que les gouvernements doivent envoyer un message fort à l'effet qu'on reconnaît l'existence du phénomène. Est-ce qu'on peut quand même comprendre la position du premier ministre du Québec, François Legault? Non, parce que je crois qu'il y a une brochette d'experts et de juristes qui lui disent qu'il y a peut-être un danger de dire ouvertement et de reconnaître ouvertement qu'en effet, il y a un racisme systémique ou une discrimination systémique, étant donné qu'il y a aussi un projet de loi sur la laïcité et ainsi de suite. Alors ça, c'est plus à lui et son équipe de répondre à tout ça. Mais en même temps,
je trouve ça, moi, important qu'on ait élevé un débat. Maintenant, c'est des experts, c'est des scientifiques, c'est des chercheurs, c'est des universitaires, c'est des militants, c'est tout le monde qui parle avec et pour nous. Ça, là, moi, j'ai jamais vécu ça. Donc, éventuellement, comme disait bien Kirland, je crois que M. Legault, éventuellement, va en effet réaliser que je suis rendu pas mal isolé, alors qu'il y a beaucoup de gens qui le débat ou qui l'animent, là, ce gros débat-là. Winston, parce que M. Legault dit, entre autres, que les Québécois sont mal à l'aise avec ce débat-là. Est-ce que c'est le cas que ce débat sur le racisme systémique, ça rend les Québécois mal à l'aise? Je dirais que moi, je pense que M. Legault essaie d'éviter d'avouer que le racisme systémique, comme s'il évitait un examen de la prostate. Tout simplement parce que il veut pas, c'est pas parce qu'on le teste pas, qu'on n'a pas un examen, qu'on n'a pas la maladie. C'est que je pense qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que il y a un consensus présentement là, qui y a entre la société civile, on voit la Commission des droits de la personne, on voit avec différents universitaires, on voit avec les personnes, même monsieur, madame, tout le monde, l'opinion publique, après avoir vu le vidéo de Georges Echaquan, ça a créé une prise de conscience et on espère que le premier ministre Legault puisse prendre action parce que c'est le début de... Maintenant, je pense que les gens sont tannés, que ce soit les Autochtones, que ce soit les médias visibles, ils sont tannés, ils veulent que le gouvernement prenne action, puis pour en arriver là, il faut reconnaître premièrement le racisme systémique, comprendre c'est quoi les causes et pouvoir avancer. Parce que présentement, le modèle québécois, au Québec, comment on a une cohésion, c'est un équilibre entre le gouvernement et qui travaille avec ses partenaires, avec la société civile. Et il faut que le gouvernement, c'est pas un gouvernement autoritaire qu'on a, on est dans un régime démocratique. C'est important justement que M. Legault puisse écouter et pas vraiment gouverner sur une base électoraliste, mais seulement pour la prochaine génération. Kirland, c'est de toute évidence, en tout cas, un débat qui s'est imposé autant du côté de Québec qu'Ottawa. Michel disait tout à l'heure, on avance. Winston parlait d'un consensus. Qu'est-ce que vous espérez qui va ressortir de ce débat-là? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais répondre à celle que vous avez posée à Winston. Alors, le malaise, s'il y a un malaise au sein de la société québécoise par rapport à la conversation sur le racisme systémique, c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'ensemble de la société québécoise est conscient que le racisme systémique n'est pas quelque chose qui est tolérable dans la société. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire réellement pour pouvoir l'enrayer? Et ça commence par avoir une vraie conversation entre nous, entre Québécois. Donc ça serait la première chose que je voulais réagir par rapport à cette question. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est que le gouvernement et toute la société civile aussi, les chefs d'entreprise, portent leur culotte, que j'aimerais dire, parce que ça fait longtemps quand même qu'on a les mêmes discours. On a les mêmes discours depuis des années. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement. Maintenant, on peut changer nos sociétés et ça demande du courage. Donc, moi, je m'attends à ce que le premier ministre Legault et son équipe gouvernementale, l'ensemble des chefs d'entreprise du Québec, parce qu'ils sont concernés également, puissent avoir le courage de nommer les choses et de poser des gestes concrets, des gestes qui impliquent une certaine imputabilité, pour qu'on puisse réellement transformer la société québécoise, pour qu'elle soit cette société inclusive dont elle a le potentiel d'être. Michel, je vous vois faire oui de la tête. Je vous laisse le mot de la fin. Il reste quelques secondes. Vous êtes d'accord avec Kirland? Ah, puis tellement bien exprimé et expliqué. Alors, je fais connaissance là, de deux belles personnes. Là. Merci de faire cette éducation-là pour l'ensemble des gens ici au Canada. Là. Fait que très apprécié. Michel Audette, Winston Chan, Kirland Mibel, merci beaucoup. J'ai fait connaissance avec vous également. Ça a été vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. 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 Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 20 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.